Le milliardaire tendit sa carte de crédit illimitée à la petite fille pauvre comme une épreuve, s'attendant à ce qu'elle achète des jouets ou des bonbons. Mais lorsqu'il vit ce qu'elle choisit réellement, son cœur se brisa complètement. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. Michel Dubois ajusta sa cravate en soie italienne en descendant de sa Bugatti noire sur le trottoir animé du centre de Paris. À 35 ans, il dirigeait un empire technologique évalué à 11 milliards d'euros. Mais ce jour-là paraissait différent, plus vide, d'une manière qu'il n'arrivait pas à définir. Le vent de novembre transperçait son manteau coûteux, tandis qu'il se dirigeait vers son café préféré, le même trajet qu'il empruntait chaque matin depuis 3 ans. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette, recroquevillée contre le mur de briques d'un ancien bâtiment bancaire, enveloppée dans une veste violette usée par le temps. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, avec des cheveux bruns, emmêlés, et des yeux qui reflétèrent beaucoup trop de sagesse pour quelqu'un d'aussi jeune. Dans ses petites mains, elle tenait un carton où l'on pouvait lire simplement « Aidez-moi, j'ai faim ». Michel était passé devant des centaines de sans-abri au fil des années, toujours trop pressé, toujours trop important pour s'arrêter. Mais quelque chose chez cette petite fille le ralentit, puis l'arrêta complètement. Peut-être était-ce le fait qu'elle ne levait pas vers lui des yeux suppliants comme les autres. Au contraire, elle restait assise, calmement, presque digne dans sa petite souffrance. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda Michel, en s'agenouillant à sa hauteur. Elle leva les yeux, surprise. « Emma » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du bruit de la ville. « Emma, c'est un très joli prénom. » Michel observa son visage taché de poussière, mais portant une innocence qui lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. « Tu es seule ici ?» Elle hocha la tête, serrant plus fort son carton. « Ma famille d'accueil. Elle m'a dit que je devais payer ma place ou trouver un autre endroit où aller. » Ces mots frappèrent Michel comme un coup de massue. Comment pouvait-on mettre un enfant, un bébé, à la rue? À cet instant, une idée germa dans son esprit. Pas de la charité, mais une épreuve. Il voulait voir ce que cet enfant ferait avec un pouvoir illimité, des ressources sans fin. Serait-elle comme tous les autres dans sa vie? Cupide, égoïste, prenant tout ce qu'elle pouvait. Michel sortit de son portefeuille une carte noire, American Express, celle sans plafond de dépenses, celle qui pouvait acheter tout ce que l'argent pouvait offrir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la carte en métal brillant. « Emma, je veux que tu prennes ceci, » dit-il en posant la carte dans sa petite paume. « Tu peux acheter tout ce que tu veux avec, absolument tout. » Ses doigts tremblaient en tenant la carte. « Mais, monsieur, je ne comprends pas, ce n'est pas à moi. Ça l'est maintenant. Utilise-la comme tu le juges bon. » Michel se redressa, le cœur battant d'une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. « Il y a un centre commercial à 2 rues d'ici. La carte marche partout. » Avant qu'Emma ne puisse protester davantage, Michel s'éloigna, mais pas trop loin. Il entra dans un café en face, se plaçant près de la fenêtre pour l'observer. Il sortit son téléphone et accéda rapidement aux caméras de sécurité du centre commercial, un privilège d'actionnaire de la société immobilière qu'il avait construit. Ce qui allait se passer confirmerait soit sa vision cynique de la nature humaine, soit bouleverserait tout ce qu'il croyait savoir du monde. Alors qu'Emma se levait, serrant toujours la carte de toutes ses forces, Michel sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Pour la première fois depuis des années, il se souciait vraiment de ce qu'une autre personne pouvait faire. Emma fixait la mystérieuse carte noire dans ses mains tremblantes en marchant lentement vers le centre commercial. Son poids lui semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais tenu. Les passants se pressaient autour d'elle sur le trottoir.
Des hommes d'affaires en costumes élégants, des femmes portant des sacs de luxe, des adolescents riant dans leur téléphone. Mais elle ne les remarquait presque pas. Son esprit tourbillonnait entre possibilités et peur. Les portes vitrées coulissantes du centre commercial Rivoli s'ouvrirent dans un souffle, et Emma entra dans un monde qu'elle n'avait vu qu'à travers des vitrines. Les néons clairs faisaient briller chaque chose. Les sols en marbre poli reflétaient sa petite silhouette, et l'odeur du pain frais venant de la boulangerie fit gronder son estomac si fort qu'elle en rougit de honte. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, depuis que Madame Laurent l'avait réprimandée pour avoir accidentellement cassé une tasse. Depuis son café de l'autre côté de la rue, Michel ouvrit le flux des caméras de sécurité sur son téléphone, les doigts tremblants. La première caméra montrait Emma debout juste à l'entrée, complètement dépassée par la foule qui bourdonnait autour d'elle. Un agent de sécurité l'aperçut et commença à marcher dans sa direction, pensant sans doute qu'il s'agissait d'une enfant perdue ou d'une éventuelle voleuse. La deuxième caméra la captait avançant lentement devant l'immense magasin de jouets, les yeux grands ouverts devant les étalages de poupées, de jeux vidéo et de peluches géantes. Un dinosaure électronique rugit lorsqu'elle passa devant, la faisant sursauter en arrière. Un instant, elle plaqua son visage contre la vitre, observant les autres enfants à l'intérieur supplier leurs parents pour les derniers gadgets. La troisième caméra la montra s'arrêtant devant le magasin d'électronique, fixant le mur de tablettes et de consoles de jeux que la plupart des enfants de son âge rêveraient d'avoir. Un vendeur s'approcha d'elle, manifestement agacé par son allure négligée, et Emma s'éloigna rapidement. Mais elle continua d'avancer, sa destination toujours incertaine. « Où vas-tu, petite ?» murmura Michel pour lui-même, son café refroidissant entre ses mains. Plusieurs clients du café avaient remarqué son attention obsédée pour son téléphone, mais il s'en moquait. Plus rien d'autre au monde n'importait, si ce n'était de regarder cet enfant affronter son premier vrai choix. Elle s'arrêta devant le supermarché. À travers le flux des caméras de sécurité, Michel observa Emma s'approcher du comptoir d'accueil, ses petites mains serrant la carte noire comme une bouée de sauvetage. L'employée, une adolescente d'environ 16 ans, aux cheveux teints en rose vif et aux multiples piercings, la regarda avec une impatience à peine dissimulée. « Je peux t'aider ?» demanda-t-elle en mâchant son chewing-gum et en consultant sa montre. Emma leva la carte noire à 2 mains, sa voix à peine plus qu'un souffle. « S'il vous plaît, madame, est-ce que je peux acheter de la nourriture avec ça? Le monsieur m'a dit que je pouvais tout acheter, mais je n'ai jamais utilisé une carte comme celle-ci. » Les yeux de la caissière s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut la carte American Express Centurion. Son attitude passa instantanément de l'agacement à la stupéfaction. Elle n'en avait probablement jamais vu en vrai. Ces cartes étaient réservées aux ultra-riches, ceux qui dépensaient des centaines de milliers d'euros par an. « Ah, oui, ma puce, cette carte marche partout, littéralement partout. » Elle se pencha, la curiosité remplaçant son hostilité première. « Où as-tu eu ça? »« Un monsieur gentil me l'a donné, » répondit simplement Emma, avant de poser la question qui allait tout changer. « Pouvez-vous m'aider à acheter de la nourriture pour beaucoup de gens? » Michel bondit hors du café, manquant de renverser un homme absorbé dans son journal. Il devait voir cela de ses propres yeux, être témoin de près de ce que cet enfant remarquable ferait avec un pouvoir d'achat illimité. Il se plaça derrière un présentoir de magazines près de l'entrée du supermarché, assez proche pour entendre la conversation d'Emma avec le charcutier, mais assez caché pour rester invisible. Emma se dirigea d'abord vers le rayon pain et Michel la regarda examiner chaque miche avec soin. Elle ne se contentait pas de prendre au hasard. Elle comparait les prix, lisait les étiquettes, faisait des choix réfléchis. Elle sélectionna 4 pains blancs parmi les moins chers, puis se rendit méthodiquement au comptoir de la charcuterie. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle poliment à l'employé, un homme au visage bienveillant d'une 50aine d'années.
Est-ce que je pourrais avoir assez de dinde et de jambon pour faire beaucoup de sandwichs, s'il vous plaît? L'homme sourit, visiblement charmé par sa politesse. Combien de sandwichs environ, ma petite? Le petit visage d'Emma se plissa de concentration, tandis qu'elle comptait sur ses doigts. Peut-être 20. Il y a beaucoup de gens affamés dehors qui n'ont pas de maison. Je veux m'assurer que tout le monde ait assez. Elle fit une pause, puis ajouta. Et pouvez-vous les couper épais? Quand on a vraiment faim, les sandwichs trop fins ne servent pas à grand-chose. Michel sentit sa poitrine se serrer. Quand on a vraiment faim, cet enfant parlait par expérience. L'expression du charcutier se radoucit totalement. Tu sais quoi, ma puce? Je vais te donner la viande de première qualité, mais je te la ferai payer au prix de la normale. Comme ça, tu en auras plus. C'est très gentil à vous, monsieur, mais vous n'êtes pas obligé, répondit Emma avec sérieux. Le monsieur m'a donné cette carte et m'a dit que je pouvais tout acheter. Je crois que ça veut dire que je dois payer le vrai prix pour de la bonne nourriture. La tasse de café de Michel glissa de sa main, s'écrasant au sol et se brisant. Les autres clients se retournèrent, mais il ne remarqua rien. Ses yeux restaient fixés sur la scène qui se déroulait devant lui. Une enfant de 7 ans était en train de donner une leçon d'intégrité et de justice à un adulte. Emma poursuivit ses courses avec la concentration de quelqu'un en mission. Elle ajouta des pots de beurre de cacahuètes et de confiture, puis s'arrêta au rayon soupe. Michel la regarda lire attentivement les étiquettes, choisissant les options les plus consistantes et nourrissantes plutôt que les moins chères. Lorsqu'elle prit des conserves de ragoût de bœuf, une employée du magasin s'approcha d'elle avec inquiétude. « Tu fais tes courses toute seule, ma puce? Où sont tes parents? »« Je n'ai plus de parents, » répondit Emma d'un ton factuel. « Mais ce n'est pas grave. Je fais les courses pour mes amis qui ont faim. » L'employée sembla hésitante, visiblement perdue sur la façon de réagir. « Tu devrais peut-être attendre qu'un adulte t'aide. »« Un adulte m'aide déjà, » dit Emma en levant la carte noire. « Un homme gentil m'a fait confiance pour faire quelque chose d'important. Quel enfant de 7 ans parle ainsi de confiance et de responsabilité? » Michel continua de suivre Emma à travers le magasin, son émerveillement grandissant à chaque article qu'elle choisissait. Après avoir rempli son chariot de nourriture pratique et nutritive, elle se dirigea vers le rayon vêtements. Mais au lieu de regarder les habits pour enfants, elle alla directement vers le rayon adulte. « Excusez-moi, madame, » dit Emma à une vendeuse. « Est-ce que vous avez des chaussettes bien chaudes, les très épaisses, celles qui gardent les pieds au chaud quand on doit dormir dehors? » L'employée, une femme d'une trentaine d'années, avec un sourire bienveillant, s'agenouilla pour être à la hauteur d'Emma. « Ma puce, est-ce que tu achètes ça pour quelqu'un en particulier? » « Pour beaucoup de gens qui n'ont pas d'endroit chaud pour dormir, » expliqua Emma. « Et peut-être aussi des gants. Il commence à faire froid et leurs mains leur font mal quand ils gèlent. » Michel observa la vendeuse aider Emma à choisir des chaussettes thermiques, des gants épais et même quelques bonnets en laine. Les yeux de la femme se remplissèrent de larmes à mesure qu'Emma expliquait pourquoi elle avait besoin de chaque article. « Ce sera tout, ma chérie ?» demanda la caissière quand Emma s'approcha enfin de la caisse avec son chariot débordant. Emma regarda une dernière fois autour du magasin, puis baissa les yeux vers la carte noire dans sa main. « Est-ce que je peux acheter d'autres choses? »« Tu peux acheter tout ce que tu veux, ma puce. Cette carte n'a pas de limite, » répondit l'homme derrière la caisse. Les yeux d'Emma brillèrent, et un instant Michel se prépara. « Voilà, » pensa-t-il, « elle va se souvenir qu'elle n'est qu'une enfant et prendre des jouets ou des bonbons comme tous les autres. » Mais une fois de plus, Emma le surprit. « Est-ce que je peux acheter ces chaufferettes de poche, celles qu'on secoue pour qu'elles deviennent chaudes? Et peut-être des pansements et des médicaments pour ceux qui sont blessés. » Elle marqua une pause, pensive. « Ah, et est-ce que je peux aussi prendre ces petites bouteilles de shampoing? »
Certains de mes amis n'ont pas pu se laver les cheveux depuis longtemps. L'expression de la caissière passa du professionnalisme poli à une émotion sincère. « Bien sûr, ma chérie. Viens, je vais t'aider à trouver tout ça. » Michel regarda, abasourdi. Emma remplir son chariot de produits d'hygiène, de soins de première nécessité et d'objets de réconfort. Rien pour elle-même, tout pour les autres. Quand elle arriva à la caisse, le total monta à 590 €. « Es-tu vraiment sûr de cet achat ?» demanda doucement la caissière en tenant la carte noire avec précaution. « C'est beaucoup d'argent, et tu es si jeune. » Emma hocha la tête avec gravité. « Ma maman disait toujours que l'argent n'est que du papier si on ne l'utilise pas pour aider les gens. Je veux aider les gens. » Alors qu'Emma peinait à porter tous ses sacs, plusieurs employés proposèrent de l'aider à les transporter. Elle accepta poliment, les guidant vers la sortie avec l'assurance de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Michel suivit le petit cortège, son univers intérieur se fissurant à chaque pas. En 35 ans de vie, entouré de richesses et de privilèges, il n'avait jamais rencontré quelqu'un, adulte ou enfant, qui pensait aux autres avant soi lorsqu'on lui donnait un pouvoir illimité. La première halte d'Emma fut un vieil homme assis près d'un arrêt de bus, enveloppé de journaux pour se réchauffer. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle poliment en s'approchant de lui, toujours accompagnée d'un employé portant des sacs. « Tu as faim, petite ? » « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour un vieil homme comme moi, » répondit Robert, le vétéran sans-abri qu'Emma venait d'aborder. Son visage marqué par les années de dureté et de mauvais temps reflétait la surprise et l'inquiétude en voyant cette petite fille chargée de provisions, entourée d'employés de magasin. « Mais moi, je veux m'inquiéter pour vous, » répondit Emma avec une sincérité désarmante, demandant aux employés de poser les sacs avec soin. « Ma maman disait toujours que prendre soin des autres, c'est ce qui nous rend humains. » Michel, toujours caché, mais assez proche pour tout entendre, sortit son téléphone et commença à filmer. Pas pour les réseaux sociaux, ni comme preuve, mais parce qu'il savait que ce qui se déroulait ici était si extraordinaire que personne ne le croirait sans l'avoir vu. Emma commença à déballer ses sacs avec l'efficacité méthodique de quelqu'un de bien plus âgé. Elle tendit à Robert un sandwich généreux, une boîte de ragoût de bœuf, des chaussettes chaudes, des gants, une chaufferette et un petit flacon de shampoing. « Savez-vous où se trouvent d'autres personnes affamées? J'ai acheté assez pour beaucoup de monde. » Les yeux de Robert se remplirent de larmes, tandis qu'il tenait le sandwich dans ses mains tremblantes. « Douce enfant, comment tu t'appelles? »« Emma. Et vous, monsieur, quel est votre nom? »« Robert. Ça fait des années qu'on ne m'avait pas appelé monsieur. » Sa voix se brisa légèrement. « Il y a un groupe de nous qui dormons derrière la bibliothèque. On essaie de veiller les uns sur les autres, mais l'hiver arrive et ça devient plus dur. »« Est-ce que vous pouvez m'y emmener ?» demanda immédiatement Emma. « Je veux partager avec tout le monde. » En marchant, Robert interpella d'autres sans-abri qu'il croisait. Sa voix résonnait de l'autre côté de la rue, avec une excitation que Michel n'avait jamais entendue chez quelqu'un vivant dans la rue. « Sarah, Marc, Thomas, venez, ce petit ange a de la nourriture pour nous. » La nouvelle se répandit rapidement parmi la communauté des sans-abri. Quand ils arrivèrent derrière la bibliothèque, une petite foule s'était déjà rassemblée. Michel les suivit, restant caché derrière des voitures et des arbres, mais assez près pour tout voir. À chaque personne qu'Emma aidait, sa poitrine se serrait un peu plus, sa respiration devenait plus lourde. Ce n'était pas de simples gestes de bonté. Il se passait quelque chose de plus profond, qui remettait en cause toutes les certitudes qu'il avait eues sur la nature humaine, sur l'enfance, sur ce qui compte réellement dans la vie. Derrière la bibliothèque, Emma trouva 12 personnes regroupées autour de petits feux dans des bidons métalliques. Les âges allaient des adolescents aux personnes âgées,
tous portant ce regard fatigué, résigné, propre à ceux que la société a oubliés. Quand Emma apparut avec ses sacs et sa petite armée de nouveaux amis, plusieurs se levèrent de surprise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise », dit Emma avec une autorité naturelle qui contredisait son jeune âge. « J'ai apporté de la nourriture et des affaires chaudes pour nous tous. » Pendant les 2 heures suivantes, Emma travailla comme un petit commandant de compassion. Elle prépara des sandwichs avec le soin d'un chef professionnel, ouvrit des boîtes de soupe et les distribua, partagea des vêtements chauds en tenant compte des besoins de chacun et, surtout, écouta les histoires de chaque personne avec l'attention et l'empathie d'une conseillère expérimentée. Elle retenait immédiatement les prénoms, posait des questions sur la santé et les circonstances et parvenait à faire sentir à chacun qu'il était vu et qu'il comptait, d'une façon qu'il n'avait probablement pas connue depuis des années. Michel observait depuis derrière un arbre, les mains tremblantes tandis qu'il continuait d'enregistrer. Une enfant de 7 ans faisait ce que lui, avec tous ses milliards et son sens des affaires, n'avait jamais songé à faire. Traiter les sans-abri comme des êtres humains dignes de respect, d'attention et de dignité. Mais le moment qui le brisa complètement arriva quand Emma remarqua une adolescente enceinte qui grelottait dans un coin, à l'écart du groupe. « Ça va, mademoiselle ?» demanda Emma en s'approchant d'elle avec la délicatesse qu'on aurait pour un oiseau blessé. La fille n'avait pas plus de 16 ans, avec des yeux vides et des vêtements trop usés. « Ça va, ma puce ?» répondit-elle, mais sa voix tremblait d'autre chose que du froid du soir. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. » Emma l'observa attentivement, puis fouilla dans ses sacs. Elle sortit le manteau le plus chaud qu'elle avait acheté, une veste épaisse doublée, prévue à l'origine pour un homme plus âgé, et l'enveloppa autour des épaules de l'adolescente avec une tendresse infinie. « Les bébés doivent avoir chaud », dit simplement Emma, ajustant le manteau pour couvrir le ventre de la jeune fille. « Et les mamans doivent avoir chaud aussi, pour pouvoir s'occuper de leur bébé. » L'adolescente, qui se présenta plus tard sous le nom de Jessica, se mit à pleurer doucement. « Je ne sais pas comment m'occuper d'un bébé. Je n'ai nulle part où aller, et j'ai peur. » Emma s'assit à côté d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Comment s'appelle ton bébé? »« Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. »« Ce n'est pas grave, » dit Emma sérieusement. Quand ma maman était enceinte de moi, elle ne savait pas non plus. Mais elle m'a dit qu'elle me parlait chaque jour, même avant ma naissance. Elle disait « Les bébés entendent l'amour ». Les larmes de Jessica coulèrent plus fort. Ta maman avait l'air spécial. Elle l'était. Elle est au ciel maintenant, mais elle m'a appris que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. La voix d'Emma se fit plus assurée. Elle disait que quand on prend soin des autres, surtout de ceux qui ont peur ou qui souffrent, on devient les mains et les pieds de Dieu sur terre. Michel sentit sa gorge se nouer complètement. Il s'adossa à l'arbre pour se soutenir, tandis qu'Emma continuait à parler avec une sagesse inimaginable pour une enfant si jeune. « Jessica, est-ce que je peux te dire quelque chose que ma maman m'a appris? » La jeune fille hocha la tête en essuyant ses yeux. Elle disait que parfois, Dieu nous confie des choses difficiles, parce qu'il sait qu'on est assez fort pour les affronter et qu'il envoie toujours des aides. Peut-être que c'est pour ça que je suis là ce soir. Dans le cercle des amis sans-abri, d'autres commencèrent à intervenir. Robert proposa d'aider Jessica à trouver les services sociaux. Sarah, une femme plus âgée, promit de lui apprendre à s'occuper d'un bébé. Marc, un jeune homme resté silencieux jusque-là, proposa de l'aider à trouver un endroit sûr où dormir. Michel regarda avec stupéfaction cette petite fille qui n'avait pas seulement nourri et habillé ses gens, mais avait réussi à créer une communauté de soins autour de celle qui en avait le plus besoin. Au fil de la soirée, Emma se leva et alla vers chaque personne du cercle,
leur offrant des étreintes qui durèrent bien plus longtemps que la simple politesse. « Merci de m'avoir permis de partager ce dîner avec vous, » dit-elle au groupe. « Vous m'avez fait sentir que j'avais à nouveau une famille. » Emma l'appela Robert alors qu'elle se préparait à partir. « Tu auras toujours une famille ici. Tu nous as donné quelque chose de plus précieux que la nourriture et les vêtements. Tu nous as donné de l'espoir. » Michel regarda Emma dire ses derniers adieux, promettant de revenir voir tout le monde, en particulier Jessica et son bébé. En s'éloignant de la bibliothèque, serrant contre elle les sacs vides et la carte noire, Michel la voyait désormais d'une façon totalement différente de quelques heures plus tôt. Ce n'était pas simplement une enfant sans abri qui avait été gentille avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'était une enseignante, une guérisseuse, une lumière dans l'obscurité qu'il n'avait même pas réalisé l'avoir entourée depuis si longtemps. Il la suivit tandis qu'elle retournait vers le coin de rue où il l'avait trouvée. Mais au lieu de s'asseoir avec son carton pour continuer à mendier, Emma fit quelque chose qui brisa le cœur de Michel en 1000 morceaux. Elle plia soigneusement l'écriteau et le jeta dans une poubelle voisine. Puis elle s'assit sur le béton glacé, resserra sa petite veste autour de ses épaules et sortit la carte noire. Elle la contempla longuement, puis leva les yeux vers le ciel assombri où apparaissaient les premières étoiles du soir. « Merci, mon Dieu, » murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. « Merci de m'avoir permis d'aider des gens aujourd'hui. C'était comme être à nouveau avec maman. » Michel sortit de sa cachette, sa décision prise. Il ne pouvait plus prétendre être un étranger, ni continuer cette mascarade de mise à l'épreuve. Emma leva les yeux lorsqu'il s'approcha, et son visage s'illumina de joie sincère et de reconnaissance. « Monsieur, j'espérais vous revoir. » Elle tendit la carte de ses 2 mains, la lui offrant comme un objet sacré. « Merci de m'avoir prêté ça. J'ai acheté de la nourriture et des affaires chaudes pour mes amis. » Michel s'agenouilla à côté d'elle, la voix épaisse d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. « Emma, cette carte est à toi. Tu peux l'utiliser à tout moment pour tout ce dont tu as besoin. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de stupeur. « Vraiment? Je peux acheter encore de la nourriture pour les gens? Et peut-être aider Jessica à trouver un endroit pour son bébé? » « Tu peux acheter tout ce que tu veux, ma chérie. Absolument tout. » Emma resta silencieuse un instant, son esprit d'enfant de 7 ans, essayant de saisir ce cadeau incroyable. Puis elle regarda Michel droit dans les yeux, avec une maturité et une clarté qui lui coupèrent le souffle. « Monsieur, puis-je vous demander quelque chose d'important? Tout ce que tu veux. Pourquoi m'avez-vous vraiment donné cette carte? Est-ce que vous me testiez pour voir quel genre de personne je suis? » La bouche de Michel s'ouvrit, stupéfaite. Comment pouvait-elle comprendre ce qu'il faisait? Emma poursuivit, d'une voix douce mais lucide. « Ma maman disait toujours que parfois Dieu envoie des gens dans nos vies pour nous apprendre ce que nous devons comprendre. Peut-être que vous aviez aussi besoin d'apprendre quelque chose aujourd'hui. » À cet instant, Michel Dubois, milliardaire, PDG, maître du monde, réalisa qu'il était l'élève. Et que cet enfant de 7 ans était la professeure qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir. Mais ce qu'Emma dit ensuite changea tout. « Monsieur, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais d'abord, pouvez-vous m'aider pour quelque chose? Jessica, là-bas, doit aller à l'hôpital pour vérifier que son bébé va bien, mais elle a peur parce qu'elle n'a pas d'argent ni de couverture sociale. Est-ce qu'on peut l'aider? » Le monde de Michel bascula. Après tout ce que cet enfant avait déjà fait, après le miracle dont il venait d'être témoin, elle pensait encore aux autres, plaçant les besoins de quelqu'un d'autre avant son propre confort et sa sécurité. « Bien sûr que nous allons l'aider, Emma. Nous allons l'aider pour tout ce dont elle a besoin. » Emma sourit, mais son expression redevint sérieuse. « Bien, maintenant, je peux vous dire la chose importante. » Elle leva vers lui ses yeux anciens et pénétrants
qui semblait voir jusqu'à son âme. « Je sais qui vous êtes, monsieur Dubois. » Le sang de Michel se glaça. « Tu sais qui je suis? » Emma acquiesça solennellement, sa petite main serrant toujours la carte noire. « Vous êtes Michel Dubois. Vous êtes le patron de Dubois Technologies. Votre photo était dans le journal à l'hôpital quand ma maman était malade. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Michel se sentit vaciller en s'agenouillant sur le trottoir glacé près de cet enfant extraordinaire. « Emma, pourquoi ma photo était-elle à l'hôpital? » « Parce que vous aviez fait un don pour construire le nouveau service d'oncologie pédiatrique, » répondit Emma, la voix douce, empreinte de souvenirs. « Les infirmières ont montré l'article à ma maman. Elle disait qu'un homme très riche voulait aider les enfants malades à guérir. » La gorge de Michel se serra. Il se souvenait de ce don, 50 millions d'euros offerts surtout pour des avantages fiscaux et une bonne publicité. Il avait assisté à une cérémonie d'inauguration, posé pour quelques photos, puis n'y avait plus jamais repensé. « Ma maman était si heureuse quand elle a vu cet article, » continua Emma, ses yeux se perdant dans le lointain. « Elle était très malade, et le médecin disait que les nouvelles machines dans le service pouvaient l'aider. Elle a gardé votre photo sur sa table de chevet, et elle priait pour vous chaque soir. Elle priait aussi pour moi. » La voix de Michel sortit comme un souffle à peine audible. « Chaque soir ?» Emma acquiesça. Elle disait que les gens qui aident les enfants doivent avoir un bon cœur, mais que parfois les riches sont très seuls. Elle priait pour que Dieu vous envoie des amis et une famille qui vous aime vraiment. Emma s'interrompit et scruta son visage attentivement. « Maman avait raison, n'est-ce pas? Vous êtes seule. » La question frappa Michel comme un coup de poing. Dans tout son succès, entouré d'employés, de partenaires d'affaires et de connaissances sociales, il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on lui avait demandé s'il était seul. Il ne se souvenait pas non plus de la dernière fois que quelqu'un avait réellement pris la peine de s'en soucier. « Oui, » admit-il, les mots lui raflant la gorge. « Je suis très seul. » Emma se leva et, sans hésiter, passa ses petits bras maigres autour de son cou, dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison. « Vous n'avez plus besoin d'être seul, monsieur Dubois. Dieu m'a envoyé pour être votre ami. » Michel serra cet enfant frêle, mais déterminé, et sentit 35 ans de murs soigneusement construits s'effondrer. Quand avait-il pleuré pour la dernière fois? Quand avait-il ressenti une acceptation aussi pure, aussi inconditionnelle? « Emma, » dit-il avec difficulté, « ta mère devait être une femme incroyable. » Elle l'était. Elle disait toujours que Dieu met des personnes dans nos vies pour une raison, même si on ne comprend pas tout de suite pourquoi. Emma recula pour le regarder sérieusement. « Je pense que peut-être Dieu vous a mis dans ma vie ce soir parce que vous aviez besoin de vous souvenir de ce que c'est que l'amour. Et peut-être qu'il m'a mise dans la vôtre parce que j'avais besoin de me rappeler qu'il y a encore des gens bons dans ce monde. » Michel sentit quelque chose de fondamental se déplacer dans sa poitrine. Cet enfant, si sage, si généreuse, presque miraculeuse, disait des vérités que ni son MBA à HEC, ni des décennies d'expérience n'avaient pu lui enseigner. « Emma, où es-tu censée dormir ce soir? » Le visage de la fillette s'assombrit. « Madame Dupont a dit de ne pas revenir sans argent. D'habitude, j'essaie de trouver un porche sûr quand il fait vraiment froid. » L'idée que cet enfant dorme dans la rue, surtout après tout ce qu'elle venait de faire pour les autres, était insupportable. « Ça n'arrivera pas, pas ce soir, plus jamais. » Mais, monsieur Dubois, je n'ai nulle part où aller. Michel plongea dans ses yeux pleins de confiance et prit une décision qui allait changer leurs vies à jamais. « Si tu as un endroit, tu viens chez moi. » L'appartement en penthouse de Michel occupait tout le dernier étage d'un immeuble parisien des plus exclusifs. Quand l'ascenseur privé s'ouvrit directement sur son espace de vie, Emma entra et laissa échapper un souffle de stupeur.
Les baies vitrées du sol au plafond offraient une vue époustouflante sur les lumières de la ville. Des œuvres d'art originales valant des millions ornaient les murs, et les sols en marbre italien reflétaient l'éclat doux d'un éclairage design. « Monsieur Dubois, » murmura Emma, « votre maison est comme un palais. » Mais tandis qu'elle explorait l'endroit, Michel le voyait à travers ses yeux et ressentait de la honte. Malgré le luxe, l'appartement paraissait froid, stérile, inhabité. Il n'y avait ni photo de famille, ni touche personnelle. Aucun signe qu'un être humain y avait vraiment vécu. « Tu as faim ?» demanda Michel en ouvrant son réfrigérateur rarement utilisé, qui ne contenait que du vin cher, des restes de plats à emporter et des bouteilles d'eau. « Un peu, » admit Emma. « Mais Monsieur Dubois et Jessica, vous aviez promis qu'on l'aiderait. » Michel avait presque oublié. Dans son étonnement face à la révélation du lien d'Emma avec son passé, il avait temporairement perdu de vue l'adolescente enceinte qui dormait toujours dehors, derrière la bibliothèque. « Tu as tout à fait raison. Laisse-moi passer quelques coups de fil. » Pendant l'heure suivante, Michel travailla à son téléphone, comme le PDG qu'il était. Il organisa qu'une équipe médicale retrouve Jessica et l'emmène dans le meilleur hôpital de la ville. Il lui assura un appartement meublé pour elle et le bébé, avec 2 ans de loyer payé d'avance. Il mit en place une formation professionnelle et un suivi médical régulier. Lorsqu'il eut terminé, il avait dépensé pour une seule adolescente sans abri plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnaient en une vie entière. Emma écouta chaque appel, les yeux grands d'émerveillement. « Vous pouvez vraiment faire tout ça simplement en parlant au téléphone ?» Michel répondit. « Quand on a de l'argent et des relations, on peut résoudre beaucoup de problèmes. » Puis il s'interrompit. « Mais je ne les avais jamais utilisés pour résoudre ce genre de problème. »« Pourquoi pas ?» demanda Emma. La question simple resta suspendue dans l'air. Pourquoi, en effet? Il avait eu le pouvoir d'aider les gens toute sa vie adulte, mais il s'était trop concentré sur la construction de son empire, convaincu que la charité n'était qu'un outil fiscal ou un moyen de communication. « Je ne sais pas, » admit-il. « Peut-être parce que personne ne m'a jamais montré ce qu'était la vraie gentillesse. » Emma hocha la tête avec sagesse. « Ma maman disait que, parfois, les gens ont besoin de professeurs. Peut-être que je suis là pour vous apprendre à aider les autres et que vous êtes là pour m'apprendre. » « Quoi ?» Michel regarda autour de lui ce palais stérile et réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait enseigner à cet enfant qu'elle ne savait pas déjà mieux que lui. Leur conversation fut interrompue par l'appel du concierge depuis le rez-de-chaussée. « Monsieur Dubois, il y a une dame ici qui dit être assistante sociale. Elle demande une enfant appelée Emma. » Le sang de Michel se glaça. « Dites-lui que je descends tout de suite. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Emma en voyant son expression. « Quelqu'un te cherche. Probablement que Madame Dupont a appelé les services sociaux. » Michel s'agenouilla à sa hauteur. « Emma, je veux que tu saches une chose. Je ne laisserai jamais personne t'emmener ou te faire du mal. Est-ce que tu me fais confiance ?» Emma planta dans les siens ses yeux emplis d'une sagesse ancienne. « Oui, monsieur Dubois, je vous fais confiance. » Alors qu'ils descendaient ensemble par l'ascenseur, l'esprit de Michel tourbillonnait d'hypothèses juridiques. Il avait des avocats, de l'influence, des ressources. Certainement, il pourrait protéger une enfant. Mais quand les portes s'ouvrirent et qu'il vit une femme au visage sévère attendre avec 2 policiers, il comprit que l'argent ne suffirait peut-être pas à régler ce problème. « Monsieur Dubois, » dit la femme en s'avançant, « je suis Marguerite Faure, des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu des signalements concernant un homme adulte ayant recueilli une mineure isolée dans la rue. Je vais vous demander de vous écarter de l'enfant. »« Madame, il y a un malentendu, » commença Michel. Mais Marguerite Faure l'interrompit d'un geste ferme de la main. « Monsieur, cela fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai entendu toutes les histoires, toutes les excuses.
Une enfant sans abri ne se retrouve pas dans le penthouse d'un milliardaire sans qu'il y ait quelque chose d'inapproprié. Sa voix était tranchante, professionnelle, totalement insensible au statut ou à la richesse de Michel. Emma se rapprocha de lui, glissant sa petite main dans la sienne. « Madame Faure, Monsieur Dubois n'a rien fait de mal. Il m'a aidé à aider d'autres personnes, et maintenant, il m'aide, moi. Ma chérie, parfois les adultes font croire aux enfants qu'ils les aident, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous avons des règles pour protéger des enfants comme toi, répondit Marguerite, d'une voix plus douce envers Emma. Mais ses yeux restaient fixés sur Michel avec une profonde méfiance. Un des policiers fit un pas en avant. « Monsieur Dubois, nous allons devoir vous emmener au commissariat pour un interrogatoire. C'est la procédure standard dans les affaires impliquant des mineurs. » Michel sentit la panique monter dans sa poitrine. « Messieurs les officiers, nous pouvons certainement régler cela raisonnablement. J'essayais simplement d'aider Emma à trouver un abri sûr pour la nuit. En la ramenant dans votre résidence privée, Marguerite haussa les sourcils. « Monsieur Dubois, même si vos intentions étaient bonnes, ce que vous avez fait s'apparente à un enlèvement. Vous avez retiré une mineure à sa famille d'accueil, sans autorisation ni procédure légale. Madame Dupont n'est pas une tutrice légale, intervint Emma, sa voix plus forte que Michel ne l'avait jamais entendue ce jour-là. C'est juste une famille d'accueil qui ne veut plus de moi. Elle m'a dit de partir et de ne revenir que si j'apportais de l'argent. » Marguerite s'agenouilla pour être à sa hauteur, son visage s'adoucissant. « Ma chérie, je sais que le placement en famille d'accueil peut être difficile, mais il y a des procédures pour gérer ces situations. Les adultes ne peuvent pas simplement emmener des enfants chez eux, même s'ils croient bien faire. »« Mais il ne m'a pas emmené, » insista Emma. « C'est moi qui ai demandé à rester avec lui, parce qu'il est seul et que je suis seule, et que les personnes seules devraient prendre soin les unes des autres. » Michel observait la scène, se sentant impuissant malgré tout son pouvoir et son influence. Comment expliquer à ces gens ce qu'il avait vu ce soir? Comment leur faire comprendre qu'Emma n'était pas une enfant comme les autres? Que ce qui s'était passé entre eux était extraordinaire? « Madame Faure, dit-il prudemment, avant toute décision, il faut que vous sachiez quelque chose. Emma a passé sa journée à utiliser ma carte bancaire pour acheter de la nourriture et des fournitures pour des sans-abri. Elle n'a rien acheté pour elle-même. Quel enfant de 7 ans fait ça? » L'expression de Marguerite ne changea pas. « Monsieur Dubois, j'apprécie que vous ayez pu observer un geste généreux, mais cela ne change rien au fait que vous avez enfreint plusieurs lois ce soir. Les enfants doivent être placés dans de vrais foyers, avec une supervision adaptée, pas dans l'appartement d'un célibataire qu'ils viennent juste de rencontrer. »« Ce n'est pas juste un homme que j'ai rencontré, » répliqua Emma, la voix teintée de frustration. « Son argent a permis de construire l'endroit où ma maman est morte. Elle priait pour lui chaque soir. Dieu m'a envoyé pour l'aider à se souvenir de ce que c'est que d'aimer les gens. » Pour la première fois, Marguerite parut hésiter. « Emma, qu'est-ce que tu veux dire au sujet de ta mère? » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. « Ma maman est morte dans le service d'oncologie pédiatrique que M. Dubois a financé. Elle disait que les personnes qui aident les enfants malades doivent avoir un bon cœur, mais que parfois les riches sont très tristes et très seuls. Elle m'a fait promettre que si je rencontrais un jour quelqu'un de riche et seul, j'essaierais d'être son ami. » La pièce tomba dans un silence pesant. Michel vit quelque chose se fissurer dans l'armure professionnelle de Marguerite. « Même si c'est vrai, ma chérie, il y a des procédures que nous devons respecter. Monsieur Dubois ne peut pas simplement décider de s'occuper de toi. »« Pourquoi pas ?» demanda Emma avec une simplicité bouleversante. « Il a une grande maison et beaucoup d'argent, et moi, je n'ai nulle part où aller. Madame Dupont ne veut plus de moi, et lui, si.
Pourquoi les gens qui veulent prendre soin les uns des autres ne peuvent-ils pas simplement le faire? Michel retrouva sa voix. Madame Faure, que faudrait-il, légalement correctement? Que faudrait-il pour que je devienne le tuteur légal d'Emma? Marguerite étudia son visage attentivement. Des enquêtes de moralité, des visites à domicile, des audiences au tribunal, des évaluations financières. Le processus prend des mois, parfois des années. Et, Monsieur Dubois, vous êtes un homme seul, sans expérience dans l'éducation d'un enfant. Les tribunaux privilégient les environnements familiaux stables. Et alors, qu'arrive-t-il à Emma ce soir? Demanda Michel, la voix brisée par l'émotion. Elle retourne dans une famille d'accueil où elle n'est pas désirée. De retour à la rue? Elle sera placée en accueil d'urgence, le temps que nous réglions cette affaire. La main d'Emma serra celle de Michel plus fort. Monsieur Dubois, est-ce que je vous reverrai? Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Marguerite sonna. Elle s'écarta pour prendre l'appel, parlant d'une voix basse et pressée. Quand elle revint, son expression était préoccupée. Monsieur Dubois, il y a eu un développement. Nous venons de recevoir un appel concernant vos activités de ce soir. Quelqu'un a signalé vous avoir vu donner une carte bancaire à une enfant sans abri, puis la suivre dans la ville. L'appelant, prétend que vous la manipuliez. Le cœur de Michel se serra. Qui aurait pu proférer une telle accusation? L'appelante s'est identifiée comme étant Madame Grâce Dupont, la mère d'accueil d'Emma. Le visage d'Emma devint livide. Mais Madame Dupont m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Le regard de Marguerite se durcit, alors qu'elle observait tour à tour Michel et Emma. Monsieur Dubois, Madame Dupont, affirme qu'Emma a un passé de mensonges et de manipulation envers les adultes pour obtenir de l'argent et de l'attention. Elle dit que cet enfant est perturbée, peut-être dangereuse. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Emma, la panique montant dans sa voix. « Madame Dupont est méchante avec moi. Elle m'enferme dans le placard quand je fais du bruit, et elle prend l'argent qui est censé servir pour ma nourriture et mes vêtements. » Emma, dit Marguerite doucement mais fermement, les enfants exagèrent parfois quand ils sont contrariés. Michel sentit la rage bouillonner en lui. Madame Faure, vous avez passé 15 minutes avec Emma. Moi, j'ai passé des heures. Cet enfant est la personne la plus désintéressée et honnête que j'ai jamais rencontrée. Elle a eu accès à un pouvoir d'achat illimité et elle a choisi de nourrir des sans-abri. Quel enfant perturbé ferait ça? Monsieur Dubois, vous êtes maintenant émotionnellement impliqué. C'est précisément pour cette raison que nous avons des protocoles. Un des policiers s'avança. Monsieur, nous allons devoir vous suivre au commissariat. Les accusations portées contre vous sont graves. Mais avant que quiconque ne bouge, Emma fit quelque chose qui stupéfia toute la salle. Elle sortit son téléphone, un appareil usé que Michel n'avait même pas remarqué jusque-là, et commença à faire défiler ses vidéos. « Attendez, dit-elle d'une voix pressante. Je peux prouver que Madame Dupont ment. » Elle brandit le téléphone, montrant une vidéo d'elle-même, filmée plus tôt dans la journée, alors qu'elle était assise sur le trottoir avec son panneau en carton. L'horodatage indiquait 11h47. « Je fais parfois des vidéos, » expliqua Emma, la voix tremblante mais déterminée, pour pouvoir me souvenir de la voix de ma maman quand elle m'apprenait des choses. Mais ce matin, j'ai filmé Madame Dupont, en train d'être méchante avec moi. Elle fit défiler jusqu'à une autre vidéo, enregistrée ce matin-là. La voix de Madame Dupont sortit du haut-parleur du téléphone, tranchante et cruelle. « J'en ai assez de te nourrir, petite ingrate. Si tu ne peux pas payer ta part, alors sors. Ne reviens pas ici sans argent. Et ne t'avise pas de dire à qui que ce soit que je t'ai mise dehors. Sinon, je m'arrangerai pour qu'on t'envoie dans un endroit bien pire. » La salle resta figée, le silence n'étant troublé que par la voix de Madame Dupont, continuant ses abus verbaux depuis le téléphone. Le petit visage d'Emma apparaissait dans un coin de la vidéo.
couvert de larmes, tandis qu'elle essayait de raisonner la femme. « S'il vous plaît, Madame Dupont, je serai sage. Je ne casserai plus rien. J'essaierai de rester silencieuse. Tu n'es qu'un poids, Emma. Ta mère aurait dû garder les jambes fermées au lieu de mettre au monde un autre bébé d'assistance sociale. Maintenant, je suis coincé avec toi jusqu'à ce que l'État trouve quelqu'un d'assez idiot pour te prendre. » Le visage de Marguerite Faure était devenu livide. « Emma, depuis combien de temps? Madame Dupont te parle-t-elle comme ça? » « Depuis que je vis chez elle, il y a 8 mois, après la mort de maman, » répondit Emma dans un souffle. Elle ne me voulait que parce que l'État lui verse de l'argent pour les enfants placés. Mais elle dit que je mange trop et que je coûte trop. Michel s'agenouilla près d'Emma, le cœur brisé. « Pourquoi ne m'as-tu pas montré ces vidéos plus tôt? » « Parce que les adultes ne croient généralement pas les enfants quand on leur raconte des choses méchantes sur d'autres adultes. Ils pensent qu'on invente ou qu'on exagère. » Emma fixa Marguerite de ses yeux fatigués et sages. « Mais vous ne pouvez pas dire que j'invente maintenant, n'est-ce pas, Madame Faure? » Marguerite resta silencieuse un long moment, visiblement en train d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Emma, as-tu d'autres vidéos comme celle-ci? » Emma hocha tristement la tête. « Beaucoup. Madame Dupont est méchante avec tous les enfants qu'elle accueille. Elle prend l'argent de notre nourriture et le dépense pour elle-même. Elle nous enferme dans des chambres quand elle reçoit des amis. Elle dit aux gens qu'on est de mauvais enfants pour qu'ils ne nous croient ça si on se plaint. » L'un des policiers se pencha vers Marguerite. « Madame, s'il y a des preuves de maltraitance et de négligence, ne devrions-nous pas enquêter sur la famille d'accueil plutôt que sur Monsieur Dubois? » Michel sentit une vague de protection si intense qu'elle le surprit lui-même. « Emma, je veux que tu saches une chose. Tu n'auras plus jamais à retourner chez Madame Dupont, peu importe ce que je dois faire, ni combien de temps cela prendra. Tu es en sécurité maintenant. » Emma leva vers lui des yeux pleins de larmes. « Vous le pensez vraiment? » »« Je le pense de tout mon cœur. » Marguerite referma son téléphone et regarda Michel avec un autre regard. « Monsieur Dubois, compte tenu de ces nouveaux éléments, je pense que nous devons avoir une conversation différente. Mais d'abord, il faut assurer la sécurité immédiate d'Emma. »« Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda l'enfant. « Cela veut dire, répondit Marguerite d'une voix douce, que tu ne retourneras pas chez Madame Dupont ce soir, ni aucun autre soir. » Le visage d'Emma s'illumina d'un vrai sourire, le premier que Michel voyait d'elle depuis toute la journée. « Ça veut dire que je peux rester avec Monsieur Dubois? » Marguerite hésita. « C'est compliqué, mais oui, au moins pour ce soir, le temps de régler cela correctement. » Alors que les policiers s'apprêtèrent à partir, l'un d'eux se tourna vers Michel. « Monsieur, vous devriez savoir que ce que cet enfant a fait aujourd'hui en nourrissant tous ces sans-abri s'est déjà répandu dans le commissariat. La moitié des collègues veulent la rencontrer, et l'autre moitié voudraient l'adopter eux-mêmes. » Après le départ des officiels, Michel et Emma restèrent seuls dans le hall de son immeuble, épuisés émotionnellement, mais étrangement plus légers qu'ils ne l'avaient été des heures auparavant. « Monsieur Dubois, » dit Emma doucement, « est-ce que vous allez vraiment essayer de me garder? » Michel s'agenouilla et prit ses petites mains dans les siennes. « Emma, je vais essayer de devenir l'homme que ta mère espérait dans ses prières. Et si j'y parviens, alors oui, je vais essayer de te garder pour toujours. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit extraordinaire, et le monde de Michel s'était transformé de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son penthuse, autrefois stérile, portait désormais les signes de la présence d'un enfant. Des cahiers de coloriage sur la table basse, un petit sac rose près de la porte, des céréales pour enfants dans les placards de la cuisine. Mais plus encore que ces changements matériels, Emma avait ramené de la vie dans des espaces restés vides depuis des années. Michel se trouvait dans le bureau d'un avocat, examinant la montagne de paperasse nécessaire pour une tutelle d'urgence. En face de lui,
Jacques Morel, l'avocat de la famille le plus cher de Paris, feuilletait des documents avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà navigué maintes fois dans ces eaux. « Monsieur Dubois, je dois être honnête avec vous, » dit Jacques en retirant ses lunettes pour les essuyer. « Votre dossier est pour le moins inhabituel. La plupart des hommes célibataires qui cherchent à adopter ne commencent non pas par ramener une enfant des rues dans leur appartement. La plupart des hommes célibataires ne rencontrent pas des enfants comme Emma, répliqua Michel, la voix ferme de conviction. Les assistantes sociales sont impressionnées par l'environnement que vous avez créé, et l'évaluation psychologique d'Emma montre qu'elle s'épanouit sous votre garde. La docteure Sarah Chen dit qu'elle n'a jamais vu un enfant se remettre d'un traumatisme aussi rapidement. Jacques marqua une pause, scrutant le visage de Michel. Mais le tribunal voudra comprendre vos intentions à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'assurer un refuge temporaire. Michel s'était posé la même question depuis des semaines. Quand il avait ramené Emma chez lui pour la première fois, c'était un geste impulsif de protection. Mais la voir peu à peu s'épanouir dans un environnement de sécurité et d'amour inconditionnel avait réveillé en lui quelque chose qu'il ne savait même pas exister. « Jacques, j'ai passé 35 ans à bâtir une entreprise, à accumuler de la richesse, à atteindre tous les objectifs que je croyais importants, mais je mourais à petit feu, lentement, silencieusement, complètement. Emma ne s'est pas seulement sauvée elle-même cette nuit-là. Elle m'a sauvé moi aussi. Le tribunal aura besoin de plus que de témoignages émotionnels, répondit Jacques. Il voudra des preuves concrètes que vous pouvez assurer une prise en charge stable et durable d'une enfant ayant vécu un traumatisme important. La porte s'ouvrit et Emma entra d'un bond, le visage illuminé d'excitation. En 3 semaines loin de la rue, elle avait repris du poids. Ses yeux n'avaient plus cette lueur hantée et elle se déplaçait avec l'énergie naturelle d'une fillette de 7 ans en bonne santé. Monsieur Dubois, devinez ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Elle grimpa sur la chaise à côté de lui, bavardant avec enthousiasme sur sa nouvelle maîtresse, ses progrès en lecture et les amis qu'elle s'était faits. Jacques observa la scène avec intérêt professionnel. « Emma, puis-je te poser une question? Est-ce que tu comprends de quoi parlent ces réunions? » Emma hocha la tête avec sérieux. « Vous essayez de décider si Monsieur Dubois peut devenir mon papa pour toujours. Madame Faure me l'a expliqué. Et comment tu te sens à ce sujet? »« Heureuse, dit-elle simplement. Monsieur Dubois s'occupe de moi, comme ma maman le faisait. Il me lit des histoires, il s'assure que je mange des légumes, et il reste près de moi quand je fais des cauchemars ou j'ai peur d'avoir faim. » Michel sentit sa poitrine se serrer d'émotion. En 3 semaines, cet enfant lui avait appris plus sur l'amour qu'il n'en avait appris durant toute sa vie. « Emma, » poursuivit Jacques doucement. « Parfois les enfants croient devoir dire ce qu'ils pensent que les adultes veulent entendre. Tu peux me dire la vérité sur ce que tu ressens vraiment. » Emma le regarda avec cette maturité saisissante qui avait captivé Michel dès leur première rencontre. « Monsieur Morel, quand ma vraie maman était en train de mourir, elle m'a dit que Dieu m'enverrait quelqu'un pour s'occuper de moi. Elle a dit, je reconnaîtrai la bonne personne parce qu'elle m'aimerait, non pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle le veut. » Elle tourna son regard brillant vers Michel. « Monsieur Dubois m'aime parce qu'il le veut, et moi je l'aime parce qu'il a un bon cœur, qui avait juste besoin qu'on lui rappelle comment s'en servir. » Jacques prit des notes dans son dossier, manifestement ému par les paroles d'Emma. « Monsieur Dubois, il y a autre chose dont nous devons discuter, la situation de Madame Dupont. » Le visage de Michel s'assombrit. Qu'en est-il d'elle? Elle fait l'objet d'une enquête pour négligence et fraude financière. Apparemment, les vidéos d'Emma ont encouragé d'autres enfants à témoigner. L'enquête a révélé un schéma d'abus sur plusieurs années. Le visage d'Emma se fit grave. Est-ce que les autres enfants vont bien? Ils ont été placés dans de meilleures familles.
la rassura Jacques. Ton courage en enregistrant ces vidéos a peut-être sauvé d'autres enfants de ce que tu as vécu. Michel prit la main d'Emma. Tu es incroyablement courageuse, ma chérie. Ma maman disait toujours que quand on voit quelque chose de mal, on a un choix. On peut faire semblant de ne rien voir ou essayer d'y remédier. Moi, je voulais y remédier. Après qu'Emma fut sortie jouer dans la salle d'attente, Jacques se pencha en avant, son expression redevenue sérieuse. « Michel, je dois vous demander, êtes-vous prêt pour cela à long terme? Élever un enfant ne consiste pas seulement à apporter un soutien matériel. Emma a vécu un traumatisme qui peut ressurgir de façon imprévisible. Il y aura des défis que vous ne pourrez pas résoudre avec de l'argent. » Michel pensa aux 3 dernières semaines, au cauchemar qui réveillait encore Emma, au moment où elle cachait de la nourriture par peur d'avoir faim à nouveau, à la façon dont elle sursautait quand un adulte élevait la voix. Mais il pensa aussi à ses rires, à ses réflexions, à la manière dont elle avait transformé non seulement son appartement, mais toute sa vision de la vie. Jacques, il y a un mois, je pensais que réussir signifiait bâtir la plus grande entreprise et accumuler le plus de richesses. Emma m'a appris que la vraie réussite, c'est de construire quelque chose qui compte. La famille, l'amour, les liens. Je ne suis pas seulement prêt à être son père. J'ai besoin d'être son père. « Et l'entreprise, votre travail ?» demanda Jacques. Michel sourit. « J'ai réorganisé mon emploi du temps. Je travaille à domicile, 3 jours par semaine maintenant. J'ai embauché des dirigeants supplémentaires pour gérer les déplacements. Et Emma vient parfois avec moi au bureau. Les employés l'adorent. C'est un sacré changement. Le meilleur que j'ai jamais fait. » Michel se leva, sa décision entièrement cristallisée. « Jacques, quoi qu'il en coûte, vérification de moralité, enquête sociale, audience au tribunal. Je veux adopter Emma. Pas seulement la tutelle, une adoption complète. » Jacques hocha la tête en prenant davantage de notes. « Alors il faudra nous préparer à un long processus. Mais Michel, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que vous avez un dossier très solide. » Alors qu'il se préparait à partir, Emma revint en courant dans la pièce. « Monsieur Dubois, est-ce qu'on peut aller voir nos amis à la bibliothèque aujourd'hui? Jessica a eu son bébé et je veux le rencontrer. » Le cœur de Michel se gonfla. Même dans sa nouvelle vie de sécurité et de confort, Emma n'avait pas oublié ceux qui avaient encore besoin d'aide. « Bien sûr, ma chérie. » En sortant du cabinet d'avocat, la main d'Emma dans la sienne, Michel comprit que la fillette avait eu raison depuis le début. Dieu ne les avait pas réunis pour mettre Emma à l'épreuve, mais pour les sauver tous les deux. Pourtant, leur plus grande épreuve restait à venir. Le lendemain, ils devraient affronter la juge aux affaires familiales qui déciderait de leur avenir commun. Le tribunal pour enfants de Paris était impressionnant, même pour un homme de la richesse et de l'assurance de Michel. Les boiseries sombres, les hauts plafonds et le banc imposant, où la juge Patricia Lambert allait trancher leur destin, créaient une atmosphère qui faisait paraître Michel et Emma petits et vulnérables. Emma s'assit à ses côtés dans sa plus belle robe, une simple tenue bleue qu'ils avaient choisie ensemble pour cette journée cruciale. Ses cheveux étaient soigneusement tressés et elle serrait contre elle un dossier rempli de dessins qu'elle voulait montrer à la juge pour illustrer leur vie commune. « Veuillez vous lever pour Madame la juge Patricia Lambert », annonça l'huissier. La juge Lambert était une femme sévère d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants qui semblaient voir à travers les faux semblants pour atteindre directement la vérité. Elle siégeait depuis 23 ans au tribunal familial et avait la réputation de placer le bien-être des enfants au-dessus de toute autre considération. « Vous pouvez vous asseoir, » dit-elle en parcourant le volumineux dossier devant elle. « Nous sommes réunis aujourd'hui
pour examiner la demande d'adoption complète de l'enfant Emma-Marie Dubois par M. Michel Dubois. Maître Morel, vous pouvez présenter votre dossier. Jacques Morel se leva et exposa leur argumentation de façon méthodique. Il présenta des témoins de moralité, des preuves financières attestant la capacité de Michel à subvenir aux besoins d'Emma, des évaluations psychologiques montrant les progrès remarquables de la fillette et des témoignages d'enseignants sur ses résultats scolaires et son développement social. Mais Michel savait qu'aucun document ne compterait autant que ce que la juge verrait dans leur relation. « Monsieur Dubois, » dit la juge Lambert en s'adressant directement à lui, « ce tribunal a étudié votre requête avec beaucoup d'intérêt. Votre dossier est pour le moins inhabituel. Un homme célibataire, sans expérience parentale, qui cherche à adopter une enfant rencontrée dans des circonstances extraordinaires. Oui, madame la juge. Le rapport de l'assistante sociale indique que vous avez apporté des changements significatifs à votre mode de vie pour répondre aux besoins d'Emma. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes prêt à faire de tels sacrifices? » Michel sentit la petite main d'Emma se glisser dans la sienne pour l'encourager. « Madame la juge, je n'appellerai pas ça des sacrifices. Avant qu'Emma n'entre dans ma vie, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien qui compte vraiment. Emma m'a appris la différence entre le succès et le sens. Elle n'avait pas seulement besoin d'un foyer. J'avais besoin d'une famille. » La juge prit des notes, puis tourna son attention vers Emma. « Emma, j'ai compris que tu avais quelque chose à partager avec le tribunal. » Emma se leva prudemment, tenant son dossier. « Oui, madame la juge. J'ai fait des dessins pour vous montrer ce qu'est ma vie maintenant. » Elle ouvrit son dossier et sortit un premier dessin. Deux bons hommes tenant la main devant un grand immeuble. C'est moi et Monsieur Dubois dans sa maison. Voyez, j'ai dessiné des fenêtres parce qu'il y en a beaucoup. Et maintenant, je peux voir toute la ville depuis ma chambre. La juge Lambert esquissa un léger sourire. C'est un très joli dessin, Emma. Emma sortit un autre dessin. Celui-ci, c'est nous en train de lire des livres ensemble. Monsieur Dubois me lit des histoires tous les soirs, même quand il est fatigué du travail. Et parfois, il me laisse choisir l'histoire. Elle continua à montrer ses dessins, chacun illustrant un aspect de leur vie commune. Préparer le petit déjeuner, aller à la bibliothèque, voir leurs amis, Emma faisant ses devoirs, pendant que Michel travaillait sur son ordinateur à côté. Et celui-ci, c'est le dernier, dit Emma en tenant un dessin qui serra la gorge de Michel. C'est mon arbre généalogique pour l'école. Voyez, j'ai dessiné ma maman au ciel qui nous regarde, et moi et Monsieur Dubois qui nous tenons la main sur la terre. Ma maîtresse a dit que les familles n'ont pas besoin de se ressembler pour être de vraies familles. La juge Lambert étudia attentivement le dessin. Emma, peux-tu me dire ce que tu ressens à l'idée que Monsieur Dubois devienne officiellement ton papa? Le visage d'Emma se fit grave sous le poids de la question. Madame la juge, quand ma vraie maman était en train de mourir, elle m'a dit que parfois, Dieu envoie des personnes dans nos vies exactement au bon moment. Elle a dit, « Je reconnaîtrai ma nouvelle famille parce qu'elle m'aimera, non pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle le veut. » Elle se tourna vers Michel, les yeux brillants. « Monsieur Dubois, même parce qu'il le veut, et il s'occupe de moi comme ma maman le faisait. Il veille à ce que je mange des légumes, il m'aide à faire mes devoirs, et il me tient dans ses bras quand je fais des cauchemars. Mais surtout, il me laisse continuer à aider les autres, comme ma maman me l'a appris. »« Que veux-tu dire par aider les autres ?» demanda la juge Lambert. Emma s'illumina. « Nous allons voir Jessica et son bébé chaque semaine. Monsieur Dubois paie ses études pour qu'elle puisse avoir un bon métier. Et nous apportons de la nourriture à nos amis de la bibliothèque tous les samedis. Et Monsieur Dubois a lancé un programme dans son entreprise pour embaucher des personnes sans domicile et les aider à se reconstruire. » Michel ressentit une immense fierté. Emma avait raison. Son influence s'était étendue bien au-delà de leur relation personnelle.
Inspiré par son exemple, il avait réorganisé une partie de son entreprise afin de créer des emplois pour les sans-abri, avec logement transitoire et accompagnement social. La juge Lambert se tourna de nouveau vers Michel. « Monsieur Dubois, je dois poser une question difficile. Emma a vécu un traumatisme important dans sa jeune vie. Êtes-vous prêt à affronter les difficultés qui pourraient surgir en grandissant? L'adoption est un engagement permanent, pas seulement dans les moments faciles. Madame la juge, il y a 3 mois, je pensais que la parentalité consistait à assurer une stabilité matérielle et des opportunités éducatives. Emma m'a appris que c'est en réalité être présent chaque jour, avec amour, patience et constance. Quels que soient les défis, nous les affronterons ensemble. » La juge resta silencieuse de longues minutes, consultant ses notes et observant Michel et Emma. La salle d'audience était figée. Seul résonnait le tic-tac de l'horloge murale. Enfin, elle leva les yeux. En 23 ans sur ce banc, j'ai vu des milliers de dossiers d'adoption. J'ai appris à distinguer quand une démarche est motivée par un amour authentique ou par l'obligation, la commodité ou d'autres motifs. Michel retint son souffle. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une enfant qui n'a pas seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de l'adulte qui cherche à l'adopter. Emma, ta sagesse et ta compassion seraient remarquables, même chez quelqu'un 2 fois ton âge. Monsieur Dubois, votre volonté de remodeler toute votre existence autour des besoins d'un enfant démontre un niveau d'engagement que ce tribunal juge admirable. Elle saisit son maillet. Le jugement de ce tribunal est que la requête d'adoption est approuvée. Monsieur Dubois, vous obtenez à compter de ce jour l'intégralité des droits et responsabilités parentales sur Emma Marie Dubois, qui sera désormais connue sous le nom d'Emma Marie Dubois. Le coup de maillet résonna dans la salle comme une cloche de liberté. Emma passa ses bras autour du cou de Michel, qui la souleva, tous deux en larmes de joie et de soulagement. Autour d'eux, le petit groupe de soutien. Jacques Morel, Marguerite Faure et même quelques nouveaux camarades de classe d'Emma applaudirent discrètement. « Papa », murmura Emma à son oreille, essayant ce mot désormais légal et définitif. « Oui, ma chérie, ta maman avait raison. Dieu m'a bien envoyé quelqu'un à aimer, et je crois qu'il t'a envoyé pour prendre soin de moi aussi. » Alors qu'ils quittaient ensemble le tribunal, officiellement et pour toujours une famille, Michel comprit que la petite fille l'avait guidé depuis le tout début. Elle lui avait montré que la véritable richesse ne se mesure pas en euros, mais en vie touchée. Que la vraie réussite ne dépend pas de ce qu'on accomplit, mais de la personne qu'on devient en chemin. Ce soir-là, alors qu'il bordait Emma dans ce qui était désormais définitivement sa chambre, elle leva vers lui ses yeux sages et anciens qui l'avaient captivé dès le premier jour. « Papa, tu sais quel est le meilleur moment d'aujourd'hui? »« Lequel, ma chérie? »« Maintenant, je peux t'appeler papa pour toujours. Et toi, tu peux m'appeler ta fille pour toujours. On est coincés ensemble. » Michel rit, le cœur si plein qu'il croyait qu'il allait éclater. « Emma Dubois, être coincé avec toi est le plus grand privilège de ma vie. » En éteignant la lumière et en fermant doucement la porte, Michel repensa à ce chemin extraordinaire qui les avait réunis. Un simple test de caractère avait révélé le plus grand professeur qu'il ait jamais rencontré. Une enfant sans abri lui avait montré le chemin de la maison, et le lendemain, ils se réveilleraient en famille, prêts à continuer à bâtir quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune. Un héritage d'amour qui se propagerait bien au-delà de tout ce que Michel avait jamais imaginé possible. Certaines histoires se terminent quand les gens obtiennent ce qu'ils désirent. Les meilleures histoires se terminent quand les gens deviennent ce qu'ils étaient destinés à être. Celle-ci était l'une des plus belles.